We hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way. We hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way. Hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way. Peaceful protest, peaceful protest. Salut à tous et bienvenue pour ce 55e numéro des infos dont on parle peu, un numéro audio pour cette semaine, parce que je ne sais pas si vous vous entendez, mais j'ai pris un rhume carabiné, donc je suis pas trop en mesure de faire une vidéo pour cette semaine. On va quand même balayer les informations qui se sont passées tout le long de la semaine, donc on va attaquer avec les infos internationales, où on va revenir sur ce qui s'est passé en Ukraine bien évidemment. On parlera également du Venezuela, parce que c'est chaud aussi là-bas. On parlera ensuite de l'économie, où on va parler des banques françaises, du travail au noir, entre autres. Et on terminera avec la santé environnement, on va parler des OGM, des produits chimiques qui endommagent le cerveau des enfants, et de l'aluminium contenu dans les laits pour bébés. Voilà, attachez vos ceintures, et on y va. On attaque la partie internationale et on va parler de l'Ukraine, bien sûr. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Vous l'avez peut-être suivi en direct. On avait mis un lien sur le site agenceinfolibre.fr. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur le site. Il y a toujours les vidéos qui tournent. Vous pouvez toujours aller voir ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors vous avez vu que les manifestations sont passées maintenant à l'extrême violence, hein. Donc on va refaire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé depuis novembre dernier, en fait, dans l'ordre chronologique. Donc tout a commencé le 21 novembre dernier, les manifestations en tout cas ont commencé le 21 novembre dernier, suite à la prise de position de l'Ukraine de ne pas rejoindre l'Union européenne, mais de donner sa faveur à la Russie. À partir de ce moment-là, les manifestations ont commencé, elles ne se sont plus arrêtées jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu déjà un premier mois de manifestation assez violent sur la place de l'Indépendance. Les forces de l'ordre étaient intervenues pour déloger les manifestants, il y avait eu déjà plusieurs blessés. Ensuite, les manifestations sont continuées en décembre, en janvier, jusqu'à aujourd'hui, sans discontinuer. En décembre, il y a eu l'intervention de Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine. Vous vous rappelez, c'est celle qui avait dit, la semaine dernière, je vous l'avais dit, qui avait dit « fuck Europe », justement en parlant du cas de l'Ukraine. Enfin bref, dans une vidéo enregistrée en décembre dernier, elle parle de l'Ukraine et de son adhésion à l'Union européenne. Regardez.
Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Today, there are senior officials in the Ukrainian government, in the business community, as well as in the opposition, civil society, and the religious community who believe in this democratic and European future for their country. And they've been working hard to move their country and their president in the right direction. We urge the government, we urge the president to listen to these voices, to listen to the Ukrainian people, to listen to the Euromaidan, and take Ukraine forward. Voilà, les manifestations qui ont duré tout le mois de décembre, tout le mois de janvier également, même si on n'en a pas trop entendu parler, en février aussi, et donc qui a tourné maintenant à l'extrême violence depuis cette semaine. Alors si vous avez suivi sur internet à partir de lundi dernier les manifestations en direct, comme moi je les ai suivies pendant une bonne partie de la nuit, vous avez peut-être vu l'organisation de ces manifestants. Alors avant, un petit mot sur les manifestants eux-mêmes, puisque je pense que dans les manifestants on peut compter des pro-européens, on peut compter des gens qui sont plus pour plus de liberté, plus de démocratie, et on compte également bien sûr des extrémistes. Alors au niveau de l'organisation, on a vu qu'il y avait des gens en première ligne avec des boucliers, ils avaient déjà piqué pas mal de matériel de police, hein, les boucliers, etc., les casques, etc. Les gens derrière les approvisionnaient avec du bois pour alimenter le feu qui les entourait, qui les protégeait des forces de l'ordre, du papier, des pavés, des cocktails Molotov, des armes, enfin bref, il y avait toute une organisation derrière, c'était vraiment extrêmement impressionnant. Donc les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir, ou alors elles ont tenté d'intervenir, mais elles se sont fait repousser assez violemment. Donc on peut pas dire non plus que ce soit des manifestations pacifiques comme on nous l'a dit quand même. Faut arrêter avec cette propagande. Tout s'est embrasé à partir de mercredi 19 février. Il y a eu des tirs à balles réelles au niveau des manifestants et il y a eu une réplique au niveau du gouvernement et des policiers qui ne se sont pas laissés faire, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on compte plus de 70 morts. Alors évidemment, au niveau des mainstream médias, on nous dit que seul le gouvernement ukrainien est responsable de cette crise, est responsable des morts. Bon, si on se fie un petit peu à ce qui se dit autour, au niveau des gens qui analysent un peu la situation, on voit que c'est un petit peu autre chose. Par exemple, si on cite Paul Craig Roberts, c'est un Américain qui a été sous-secrétaire d'État au Trésor dans l'administration Reagan, qui a eu la Légion d'honneur en 1987, qui a écrit dans des divers journaux comme le Wall Street Journal ou le Business Week. Bref, c'est pas un complotiste, hein, c'est pas un Mickey. Hein. Et bien selon lui, les protestations en Ukraine occidentale sont organisées par la CIA, le département d'État des États-Unis, et par Washington, et financées par l'Union européenne et des ONG qui travaillent en collaboration avec la CIA et le département d'État. Le but de ces manifestations est de renverser la décision prise par le gouvernement autonome d'Ukraine de ne pas adhérer à l'Union européenne. Il s'appuie déjà sur le témoignage de Victoria Nuland, ce que vous avez vu tout à l'heure. Toujours selon Paul Craig Roberts, dans un autre article, il cite une de ses sources en Ukraine. Alors je cite: « Ma femme, qui est de nationalité ukrainienne, a un contact hebdomadaire avec ses parents et amis à Jitomir, c'est en Ukraine. Selon eux, la plupart des manifestants obtiennent une rémunération moyenne de 200 à 300 grivnas, qui correspond à 15-25 euros. Et selon Paul Craig Roberts, toujours, l'ONG la plus active en Ukraine, c'est l'ONG allemande qui s'appelle Konrad Adenauer Stiftung, qui est étroitement liée à la CDU, le parti de Madame Merkel. » Je répète, l'ONG qui s'appelle Konrad Adenauer Stiftung. Vous pouvez regarder sur internet, je vais vous donner le lien bien évidemment. On rappelle également que l'Ukraine avait signé un important partenariat avec la multinationale Chevron pour l'exploitation du gaz de schiste en novembre dernier. L'Union européenne qui a certainement cru que l'Ukraine allait leur permettre de moins dépendre de la Russie au point de vue énergétique. Mais finalement, comme les Ukrainiens ont décidé, enfin le gouvernement ukrainien a décidé de ne pas se rapprocher de l'Union européenne, forcément ça joue dans cette révolution, il faut pas rêver. On rappelle également que Viktor Yanukovych, le président ukrainien, avait remporté l'élection présidentielle en 2010 avec 48,95% des voix. Et à l'époque, il n'y avait
eu aucune voix pour se plaindre d'une quelconque manipulation, donc c'est pas de ce côté-ci qu'il faut chercher. Selon la presse ukrainienne, je cite, « Les services secrets israéliens ont aussi joué un grand rôle dans les protestations antigouvernementales de ces dernières semaines. Selon ces médias, 5 personnes ayant servi dans l'armée israélienne auraient joué le rôle de leader parmi les militants antigouvernementaux. » Voilà. Enfin, en guise de conclusion, aujourd'hui, le vendredi 21 février, un accord aurait été trouvé entre le pouvoir ukrainien, l'opposition, l'Union européenne et la Russie, à l'issue de négociations marathon après un bain de sang donc. C'est ce qu'a annoncé le président ukrainien à Kiev. Alors on n'a encore aucune idée sur ce que contient cet accord, mais on imagine que le président ukrainien aurait accepté des élections anticipées. Voilà, on continuera de suivre l'affaire de près dans les prochaines éditions des infos dont on parle peu. On va maintenant parler du Venezuela. On passe au Venezuela où la situation est également tendue là-bas. Officiellement, les manifestants sont dans la rue à cause de l'inflation galopante. Dans la matinée du jeudi 20 février, des manifestants étaient encore dans les rues après la flambée de violence de la nuit dernière qui ont fait 5 morts dans l'est de la capitale, où des centaines de manifestants ont été dispersés par la police en marge d'une nouvelle manifestation anti-gouvernementale. Nicolás Maduro, le président vénézuélien, a annoncé que des mesures spéciales seraient prises pour rétablir l'ordre dans l'état de Táchira. Je cite, « Nous n'allons pas les laisser en faire un Benghazi », a-t-il déclaré, en référence à la ville de Libye d'où est partie la rébellion qui a abouti à la chute de Muammar Kadhafi. L'opposant Leopoldo López, l'un des principaux acteurs du mouvement contre le président Maduro, devait être auditionné dans la prison militaire où il est détenu. Monsieur López, 42 ans, fondateur du parti Voluntad Popular, s'était rendu la veille aux autorités après avoir été recherché, notamment pour homicide et incitation à la délinquance. Alors pour aller plus loin sur le sujet, sur le Venezuela, je vous rajoute en lien l'analyse économique de Jacques Sapir sur la situation économique au Venezuela. Pour le plaisir, je vous lis juste l'introduction de cet article. Je cite, « Le Venezuela affronte aujourd'hui une des crises économiques majeures dans une situation où la bourgeoisie n'a pas abandonné son objectif de renversement du pouvoir bolivarien. Une stabilisation de la situation économique s'impose, mais ne suffira pas à résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui posés. Il faut donc considérer ici une séquence de mesures. » Voilà. Alors le reste est à lire sur le site de Jacques Sapir, enfin sur son blog, et je vous donne bien sûr le lien sous cette vidéo. Alors ajoutons que, bien évidemment, Barack Obama a condamné les violences et demandé à Maduro de relâcher les prisonniers, ce à quoi Maduro a répondu en durcissant le ton et en expulsant 3 agents consulaires des États-Unis, les accusant d'avoir rencontré les étudiants protestataires. Il dit, je cite, qu'ils aillent comploter à Washington. Voilà pour le Venezuela, voilà pour l'Ukraine. Alors bon, en conclusion, vous voyez bien que ces manifestations, entre guillemets, ne se déroulent pas dans des pays anodins. L'Ukraine et le Venezuela sont des pays riches en matières premières, que ce soit le pétrole ou le gaz, des pays charnières pour les Occidentaux, bien évidemment. Donc les États-Unis, eux, ont besoin du pétrole vénézuélien. L'Europe, lui, a besoin du gaz des Ukrainiens, et les Américains veulent bien évidemment repousser les frontières russes le plus loin possible et installer leur fameux bouclier antimissile en Ukraine. On passe maintenant à la situation en Irak, où des nouvelles violences ont fait au moins 33 morts. Le 18 février dernier, la plupart dans des attentats à la voiture piégée dans le centre du pays. Des explosions ont secoué 4 quartiers de Bagdad, dont le secteur de Baya, dans le sud de la capitale, faisant au moins 10 morts et 30 blessés. 3 autres voitures piégées ont explosé à Hilla, au sud de Bagdad, faisant 5 morts, 22 blessés, tandis que 2 autres attentats à Moussaïeb et Iskandariya ont fait 4 morts et 32 blessés. Le 17 février, 4 attentats à la voiture piégée avaient déjà fait au moins 16 morts à Bagdad. Et dans la province de Ninive, dans le nord, une des régions les plus dangereuses du pays, les violences ont fait 14 morts, dont 1 civil et 6 membres de la sécurité. On passe à l'Iran maintenant et au nucléaire. Alors tout d'abord, l'ayatollah Khamenei, le numéro 1 iranien, ultime décisionnaire des dossiers stratégiques, notamment sur le nucléaire, qui s'est exprimé peu de temps après l'arrivée à Vienne de la délégation iranienne menée par le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, pour reprendre les négociations avec le groupe des 6, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Celles-ci doivent déboucher sur un accord définitif permettant de mettre un terme à une décennie de crise entre Téhéran et l'Occident. Les responsables iraniens ont récemment averti que les négociations, je cite, seront difficiles.
L'ayatollah Khamenei a d'ailleurs dénoncé la politique américaine à l'égard de l'Iran. Je cite « La nation iranienne n'acceptera jamais les pressions et le chantage des États-Unis », a-t-il ajouté en faisant référence au slogan anti-américain des manifestants lors du défilé célébrant le 35e anniversaire de la révolution islamique le 11 février. Je continue de citer, « La question nucléaire est un prétexte pour les États-Unis à leur hostilité à l'égard de l'Iran. Si un jour la question nucléaire est réglée, ils évoqueront d'autres sujets, comme ils le font maintenant, avec celle des droits de l'homme et des missiles balistiques, pour faire pression. » Voilà ce qu'il a ajouté. Le sous-secrétaire d'État américain Wendy Sherman, qui mène la délégation américaine aux négociations nucléaires, a récemment affirmé qu'il fallait aborder la question du programme balistique de l'Iran lors des négociations finales sur le nucléaire. Les responsables américains ont également affirmé que les États-Unis devaient continuer à imposer des sanctions contre l'Iran à cause de la situation des droits de l'homme et le soutien présumé aux groupes terroristes. Mais les négociateurs iraniens ont écarté toute idée de discuter de ces deux questions. Je cite, « Ces questions n'ont rien à voir avec les négociations nucléaires », a affirmé M. Zarif dans un entretien publié par l'agence officielle IRNA. On continue avec l'Iran qui négocie en ce moment la construction d'un réacteur nucléaire avec la Russie. L'Iran négocie la construction par la Russie d'un nouveau réacteur nucléaire en échange de pétrole, dans le cadre d'un vaste accord commercial qui inquiète les États-Unis, selon l'ambassadeur iranien à Moscou. Avant l'ouverture de nouvelles négociations sur le nucléaire iranien à Vienne, Mehdi Sanaï a confirmé l'existence de négociations sur un ensemble complet de questions économiques de la banque à l'énergie, prévoyant la livraison de pétrole iranien à la Russie. Et il a précisé qu'il pourrait s'agir de plusieurs centaines de milliers de barils par jour d'or noir extraits dans la République islamique, dont l'économie est étranglée par les sanctions occidentales et qu'un accord pourrait être signé d'ici à août. L'Iran pourrait consacrer une partie des fonds à la construction par des compagnies russes d'un deuxième réacteur de la centrale de Boucher. Et Téhéran souhaite aussi construire une seconde centrale de même taille à proximité dès 2014. On passe à la Syrie maintenant, où l'armée syrienne et les rebelles ont conclu ces derniers jours des armistices dans la majorité des localités autour de Damas, dont le dernier en date lundi dernier à Babila, alors qu'à Genève, les négociations se sont soldées par un échec. Après plus d'1 an et demi de batailles féroces dans et autour de la capitale, les forces loyalistes du président Bachar el-Assad et les rebelles sont arrivés à un compromis au terme duquel aucun des belligérants ne peut clamer la victoire. Ces trêves ont été négociées par des personnalités politiques ou des hommes d'affaires originaires de ces localités. Une source au sein des services de sécurité ainsi que les rebelles ont assuré que l'accord permet l'entrée de nourriture dans ces localités frappées par la disette en raison d'un siège hermétique. Et en échange, les rebelles ont rendu leurs armes et hissé le drapeau officiel syrien à la place de l'étendard de la révolution. Toujours à propos de la Syrie, la Russie soupçonne la France et les États-Unis de préparer une intervention en Syrie. La Russie pourrait demander une réunion d'urgence à l'ONU à propos de l'escalade qui est en train de se produire en Syrie, escalade vers une guerre. En effet, la Russie posséderait des informations lui faisant croire que la France et les États-Unis préparaient une intervention armée en Syrie. Les États-Unis maintenant qui doivent quitter l'Afghanistan, vous le savez, fin 2014, mais pour pouvoir gérer des opérations dans la région, le département de défense américain envisage d'installer une base de drones quelque part en Asie centrale. On change complètement de sujet, on va revenir en France maintenant, avec la manifestation des bonnets rouges en Bretagne. 500 manifestants sous le portique de Brèche dans le 56. Les bonnets rouges avaient annoncé depuis quelques jours leur volonté de se rassembler le 16 février dernier. Bilan, 6 arrestations, 6 blessés, dont 2 qualifiés de sérieux par le responsable des services de secours. Un des manifestants a notamment été interpellé avec une grande violence qui aurait entraîné la fracture d'un bras. Il a été évacué sur l'hôpital de Vannes. Un autre manifestant a reçu un projectile de flashball en plein visage. Il a dû être examiné sur place par le médecin du SAMU avant d'être évacué lui aussi sur le service hospitalier dans un état sérieux. Le slogan « Ici c'est la Bretagne, pas la France » était dans de nombreuses bouches. Si certains avaient déjà cette idée auparavant, jamais le sentiment n'avait ainsi été exprimé jusqu'à là. Thierry Méret, patron de la FNSEA du Finistère, a affirmé au mégaphone, je cite, « Il y aura un printemps de bonnets rouges ». Un petit mot sur nos médias, puisque TF1, M6 et Canal+ s'inquiètent de la concurrence de Netflix et de Google TV.
Face aux arrivées prochaines de Netflix, service de vidéo en flux continu, et de la Google TV, plateforme internet accessible par la télévision, sur leur marché, les patrons de TF1, Canal+ et M6 appellent notamment les pouvoirs publics à remettre en question, je cite, l'ensemble des taxes sectorielles. L'arrivée prochaine en France du site de vidéo à la demande, Netflix, inquiète plus particulièrement le groupe Canal+. Ouais, vous pouvez vous inquiéter, hein. Et sans parler de tout ce qui se passe en ce moment sur Internet, des web TV qui se montent un petit peu partout, des vidéos qui affluent. Vous pouvez vous faire du souci, hein, TF1, M6, Canal+, puis les radios aussi, vous pouvez vous faire du souci. Deux petits articles à propos de la surveillance. On va parler d'abord des drones. Alors bon, c'est une expérience, hein, c'est pas encore officiel, mais les profs du collège Thomas More, situé à Malines en Belgique, dans la région flamande, ont décidé de faire appel à une nouvelle technologie afin de lutter contre les tricheurs pendant les examens. Et bien sûr, ils ont utilisé des drones. Regardez les images. Alors comme je vous le disais, il ne s'agit que d'une simple expérience destinée à tester la réaction des élèves face à un tel système qui risque surtout de les distraire. Autre article à propos de la surveillance, c'est le Google Project Tango. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais encore plus fort, encore plus haut, le projet Google Tango est un smartphone capable d'analyser son entourage en temps réel. Qu'est-ce que ça signifie? Google explique avoir conçu un nouveau prototype de smartphone. Outre un GPS et une caméra, celui-ci est doté de composants supplémentaires tels qu'un capteur de mouvement ou un autre capteur capable de mesurer la profondeur de champ. Le smartphone est alors capable de dresser une carte 3D de l'environnement de l'utilisateur en temps réel. Alors là, c'est vraiment incroyable, hein. Pour le coup, même chez vous, à partir du moment où vous avez ce téléphone, plus moyen d'avoir une vie privée, hein. Tous les gens peuvent savoir, tous ceux qui surveillent peuvent savoir où est-ce que vous vous trouvez dans l'appartement, si vous vous déplacez, et même comment est configurée votre maison. On attaque la partie économie, et je vous parlais la semaine dernière des mesures de rétorsion éventuelles de l'Europe contre la Suisse, suite au vote oui à l'initiative de l'UDC contre les migrations de masse. Eh bien, ces mesures de rétorsion n'ont pas tardé puisque la Suisse ne peut pas signer le programme européen de recherche Horizon 2020 sous sa forme actuelle. Le porte-parole de la Commission européenne n'a en revanche pas donné d'indication sur le sort de l'association de la Suisse au programme d'échange académique Erasmus. On parle du travail au noir maintenant, puisqu'en 2013, les employés de l'URSSAF ont procédé à des redressements pour travail dissimulé qui ont atteint 290 millions d'euros, une envolée de 168% depuis 2008. Dans le bâtiment, l'agriculture, les hôtels, les cafés-restaurants. Dans ces métiers, 12 000 entreprises ont été épinglées pour travail illégal en 2012 sur les 65 000 contrôles, soit en moyenne 18% de fraudeurs. Selon les dernières estimations de 2011, le travail dissimulé représentait un manque à gagner en cotisations sociales entre 13,5 et 15,8 milliards d'euros, un montant proche du déficit de la sécurité sociale en 2013. Et l'économie souterraine, incluant la fraude fiscale et les activités criminelles, pèserait 10,8% du PIB, soit près de 220 milliards d'euros, selon l'économiste autrichien Friedrich Schneider. Avec la crise et le ras-le-bol fiscal, le phénomène explose. Ainsi, un tiers des Français déclarent travailler ou avoir travaillé au noir contre 13% en 2008, d'après un sondage de la société Market Audit pour une entreprise de service à la personne. La part de travail dissimulé atteindrait 54% dans les gardes d'enfants occasionnels et 42% dans l'accompagnement des seniors. Et la proportion de travail gris entre guillemets, la déclaration partielle des heures effectuées, aurait bondi de 18 points pour les tâches ménagères. On parle de la taxe d'habitation, et le pire est à venir. La réunion du comité des finances locales, le 11 février dernier, qui a réuni le gouvernement et les représentants des maires et des élus locaux, sénateurs, conseillers généraux et régionaux, a été explosive. Il a été question de la réforme de la fiscalité locale, un chantier que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait annoncé depuis quelques mois et qu'il s'est décidé à lancer dès maintenant. Des administrés vont découvrir qu'ils risquent de voir leur taxe d'habitation grimper de 20 à 120%. Sur le papier, les intentions du gouvernement sont louables. Je cite, « Rapprocher les bases d'imposition des locaux d'habitation et de la réalité du marché, simplifier le mode de calcul des valeurs locatives, prévoir un dispositif de mise à jour permanent et conférer un rôle plus central aux collectivités territoriales. » Enfin bon, avec tout ça, je suis pas sûr que les administrés, eux, ils en ont quelque chose à faire de ces interprétations louables du gouvernement. Tout ce qu'ils voient, c'est que les taxes risquent de grimper de 20 à 120%. On parle des banques françaises et on va se demander pourquoi elles sont dans une situation particulièrement délicate.
Une étude controversée révélée par l'hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche, excusez-moi pour la prononciation, estime à 84 milliards d'euros l'insuffisance de capitaux propres des banques européennes, dont 31,5 milliards d'euros pour le seul Crédit Agricole. Peu de Français savent que l'un des principaux acteurs de ce marché captif est le Crédit Agricole, qui avait même envisagé à une époque de délocaliser sa filiale au Luxembourg pour des raisons d'optimisation fiscale. Fort de cette rente, le Crédit Agricole a pris des risques inconsidérés à l'étranger, notamment en Grèce où il a perdu plus de 10 milliards d'euros. Avec la publication en janvier d'une étude pour le compte de l'OCDE par 2 économistes néerlandais, selon laquelle le Crédit Agricole était sous-capitalisé à hauteur de 31 milliards, et la polémique qui s'en est suivie avec Marine Le Pen, les Français ont reçu une information cruciale, à nouveau démentie d'un arrogant revers de main par les dirigeants de l'entreprise. Jusqu'ici, le Crédit Agricole a toujours mené une guerre féroce contre tous ceux qui le soupçonnaient d'être en difficulté. Mais cette fois, les informateurs sont un peu trop puissants pour être intimidés, même si la banque continue à agiter le spectre de la poursuite judiciaire à tout craint. Une toute autre information, on va parler d'Obama et une bonne nouvelle sur Obama. Et oui, je vais vous en donner une puisque Obama se lance dans la bataille contre la consommation excessive d'essence. Et oui, Barack Obama se lance dans le combat de la consommation excessive d'essence des moteurs à explosion. Enfin une bonne nouvelle, le président américain a annoncé qu'en 2025, les voitures et les camions seraient capables de faire le double de kilomètres avec la même quantité d'essence, ce qui fera chuter la consommation de pétrole de 8 milliards de barils par an aux États-Unis. Ça, c'est enfin une bonne nouvelle. Et on termine avec Airbus. Airbus qui rachète une banque allemande pour créer sa propre banque. Airbus Group a annoncé vendredi dernier la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la banque allemande Salzburg München Bank AG en vue de créer son propre établissement bancaire. Une fois l'opération bouclée, la banque, qui est basée à Munich, sera renommée Airbus Group Bank et aura pour fonction de fournir des solutions de financement à toutes les activités du groupe européen d'aérospatiale et de défense. Alors comme on dit toujours, quand une société crée sa propre banque, ça veut dire que les autres banques, elles ont du souci à se faire, ça veut dire qu'elles ne sont pas en très très bonne santé. On attaque la partie santé-environnement et on démarre avec le Sénat qui rejette l'interdiction de culture des maïs OGM, une trahison. Les sénateurs français ont rejeté lundi dernier, contre toute attente, une proposition de loi interdisant la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiées dans le fameux MON 810. Mis en culture depuis 1998, le MON 810, qui est actuellement le seul maïs OGM autorisé à la culture dans l'Union européenne, comporte un gène modifié qui le rend résistant aux insectes et sa culture a été interdite par la France en 2008 et en 2012. On parle d'Emmanuel Giboulot, ce viticulteur en biodynamie qui comparait le 24 février à Dijon car il refuse tout traitement sur les 10 hectares qu'il exploite en Côte-de-Beaune et Haute-Côte-des-Nuits contre la maladie qu'on appelle la flavescence dorée. Pour lui, tout traitement va à l'encontre des équilibres biologiques, principe fondamental de la biodynamie qu'il applique depuis les années 70. Selon lui, l'application du traitement recommandé par la préfecture aurait pour conséquence de tuer de nombreuses abeilles et de détruire, je cite, toutes sortes d'insectes nécessaires à la régulation de la vigne. Le chef du service régional de l'alimentation, Olivier Lapôtre, a déclaré, je cite, « La flavescence dorée est une maladie mortelle et très contagieuse. C'est pour cette raison que ces mesures sont obligatoires. Nos craintes étaient fondées puisque des cas ont été trouvés à quelques kilomètres de Beaune. » Emmanuel Giboulot a donc été convoqué devant la justice. Il encourt 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. Un tout autre sujet maintenant, on va parler du cerveau des enfants qui seraient victimes des produits chimiques. Ces dernières années, le nombre de troubles du développement chez l'enfant comme l'hyperactivité, l'autisme et la dyslexie est monté en flèche. Pourquoi ? Selon les chercheurs de l'université d'Harvard à Boston aux États-Unis, cela serait en partie dû à l'utilisation de certains produits chimiques. En 2006 déjà, ils avaient dénoncé la neurotoxicité de 5 d'entre eux. Le plomb, le méthylmercure, le polychlorobiphényle, l'arsenic et le toluène. Voilà. Je m'excuse d'avance avec les noms des produits parce qu'après il y en a d'autres qui sont imprononçables. Ça doit faire des points au Scrabble. Alors je continue. Le résultat montrait qu'une exposition à ces produits affectait le développement cérébral du fœtus et de l'enfant. Elle serait également associée à une baisse de performance scolaire et du quotient intellectuel, ainsi qu'à une hausse de la délinquance juvénile. Les mêmes scientifiques se sont à nouveau penchés sur la littérature de ces dernières années et ont mis le doigt sur 6 autres produits chimiques potentiellement dangereux pour le cerveau des enfants. Alors, il s'agit, je lis les produits, ça va être dur, Il s'agit du manganèse, ça va, du fluorure,
du chlopyrifos-éthyle, du dichlorophénylotrichlorotane et du perchloroéthylène. Et enfin du polybromodiphényléther. Waouh! Je vous noterai tous ces noms, hein, vous essayerez de les dire vous-même. Hein. Le manganèse retrouvé dans l'eau potable diminuerait les aptitudes mathématiques et intensifierait l'hyperactivité, alors que la consommation de fluorure affecterait le QI. Les 4 autres produits chimiques retrouvés dans les pesticides et les solvants ont été liés à une augmentation des comportements agressifs et à une baisse de la sociabilité. Les auteurs reconnaissent cependant qu'il n'y a pour le moment pas de preuve formelle de la nocivité de ces produits. Cependant, de plus en plus d'études révèlent un lien entre une exposition à ces composés et le développement de problèmes psychiatriques et comportements chez l'enfant. Et on termine avec de l'aluminium dans les laits infantiles vendus en France. Les laits infantiles seraient bourrés d'aluminium. C'est ce que vient de révéler une enquête de 60 millions de consommateurs. Après avoir passé au crible une cinquantaine de laits infantiles et de croissance, les experts ont trouvé de l'aluminium, un métal neurotoxique, dans la moitié d'entre eux. Une nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs vient de montrer des risques qui sont très inquiétants. Les experts ont analysé 38 laits infantiles en poudre, du premier au deuxième âge, et 9 laits liquides de croissance achetés dans les rayons des grandes surfaces françaises. Ils ont détecté de l'aluminium dans plus de la moitié des laits premier âge, des produits censés couvrir les besoins nutritionnels des bébés jusqu'à 6 mois. Pire, 2 échantillons de lait de deuxième âge sur 3 contenaient de l'aluminium. En revanche, et c'est une bonne nouvelle, les experts n'ont trouvé aucune trace de l'aluminium dans les laits de croissance destinés aux enfants de 1 à 3 ans. Mais comment ce métal peut se retrouver dans les laits infantiles, vous allez me demander? Cette contamination proviendrait des conditions de stockage et des emballages, briques et tétrapak, principalement fabriqués à partir d'aluminium, mais également du processus de fabrication lui-même. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine en bonne santé, je vous promets, et devant la caméra. D'ici là, restez bien informés. N'oubliez pas d'aller visiter le site internet de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr, sur lequel vous allez retrouver toutes les vidéos que nous avons mises en ligne cette semaine. Nous avons produit 6-7 vidéos cette semaine, et je sais qu'il y a des sujets qui passionnent plus ou moins, mais bon, il me semble que le traité transatlantique et les différentes manifestations qui se passent en France sont quand même assez importantes à suivre ces temps-ci. Voilà, n'oubliez pas non plus de suivre la page Facebook de l'agence Infolibre, la page YouTube, le Twitter bien sûr, et le live stream. Merci encore pour votre soutien. Grâce à vous, on a pu acheter du matériel, entre autres un boîtier qui va nous permettre de faire du stream. Voilà, je vais vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine. Restez bien informés. Ciao!